Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale et internationale. Présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti. Tous les mardis à partir de 10h15 avec une seule rediffusion le même jour à 20h15. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la rédaction de Radio Gabon. Cette semaine, nous recevons un expert de la science politique, Dr Chantal Minze Abessol, politiste et chercheur au Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRS. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous en ces temps de confinement? Bien, comme une confinée qui recouvre peu à peu, nous l'espérons pour de bon, ses activités, ses facultés de sociabilité et ça va. Pour le bon usage des concepts, nous nous sommes habitués à appeler les spécialistes de la science politique politologues. Vous préférez qu'on dise politiste? Quelle est la nuance? Alors en réalité, ce n'est pas une question qui m'importe moi de choix. Nous sommes tous politologues effectivement par nos formations. Ensuite, nos champs d'activité font que l'école française a décidé de privilégier le terme, une partie, le terme politiste pour montrer le fait que le spécialiste de la question politique est dans la recherche et l'enseignement. Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas le cas, par exemple, du conseil au prince. Un politologue qui est conseiller de ministre ou conseiller de président de la République n'est pas nécessairement dans la recherche scientifique, donc c'est un politologue. De même que par exemple les analystes dans votre corps de métier, ils ne s'appelleront pas politistes, ils vont s'appeler politologues. Voyez, cela tient simplement à cela, mais dans l'ensemble, il n'y a pas grande nuance et des questions d'école. En tout cas, cette explication nous sied. Je suis Claudette Eworé, avec moi Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. L'émission va durer 45 minutes, mais avant d'engager les échanges, nous vous rappelons d'abord l'esprit et le but de cette émission. En effet, Gabon Politique est une tribune que Radio Gabon offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de la démocratie. Docteur, on ne doit pas seulement attendre les périodes électorales pour parler aux Gabonais, les éduquer, les sensibiliser sur les enjeux de tel ou tel phénomène politique. Le contact devrait donc être permanent, d'où ce lieu d'échange qui se veut constructif et sans tabou. Les questions sont ouvertes, parfois embarrassantes, mais s'inscrivant dans la logique de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français en ces termes. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Fin de citation. Docteur, est-ce que cette conception du journalisme est politiquement correcte d'après vous? Celle que nous héritons de Londres, oui, ça incontestablement. Je dirais simplement que nous souhaiterions que ce soit davantage moins des discours, des vœux pieux qu'un vécu véritablement au regard du poids que représentent les médias aujourd'hui. On est parfois un peu gêné qu'effectivement cette vision d'aller au devant des réalités, d'oser, comme dans un jeu de maïeutique, avoir ce travail de pédagogie poussé dans les retranchements ne soit pas toujours fait de la manière dont on pourrait s'attendre, ou en tout cas qui serait fidèle à Londres, ou bien que cela soit fait malheureusement, et nous appelons cela la tentation journalistique, que cela soit fait de manière un peu militante, un peu conventionnelle, un peu
Justement, c'est cet aspect pédagogique que nous voulons privilégier dans cette émission. Je précise que c'est la première fois que nous recevons un spécialiste de la science politique, car entre la pratique et la définition des concepts, il y a souvent un grand fossé. Et à présent, nous allons aborder la première partie consacrée aux questions d'actualité avec vous, Achille. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, la Cour constitutionnelle vient de déclarer inconstitutionnelle la loi portant suppression de certains services publics à l'image du Conseil gabonais des chargeurs et de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle. Alors, selon la haute juridiction, ce texte est inapplicable après saisine du Premier ministre. Vous avez eu vent de ce rendu de la Cour, une réaction? Oui, j'ai eu vent, mais bon, les décisions de la Cour, comme vous le savez, sont insusceptibles de commentaires. Voilà, enfin, on peut s'hasarder à des commentaires, mais quel est l'intérêt? Je pense que nous avons des choses bien plus... Oui, mais on a bien vu que beaucoup de services ont fermé boutique et qu'il y a eu du personnel au chômage. Si ces services venaient à s'ouvrir à nouveau, comment est-ce que les Gabonais accueilleront cette nouvelle, voilà? Non, je ne dirais guère plus que ce que je viens de vous dire au préalable. La Cour est dans son rôle. Elle a dit, sur la base de ce qu'elle a et conformément à ses prérogatives, les réalités, les retombées sociales, etc., ça c'est la réalité du politique. Ça c'est peut-être, si chacun joue davantage son rôle en amont, eh bien, on peut prévoir que ce genre de situation arrive. Peut-être que dans son rôle de régulateur des institutions, elle n'est pas tenue de suivre ce que le politique aura décidé. Achille, qui a dit les décisions de la Cour sont irrévocables. La suite. On va parler du coronavirus. Alors, le COPIL enregistre plus de 3000 cas testés positifs aujourd'hui. Selon vous, cette augmentation serait consécutive à quoi? Serait consécutive, il me semble, dans un premier temps, à la gravité de la pandémie. Ça, c'est appelé la pandémie. On ne l'a pas appelée après qu'elle ait démarré. Une pandémie correspond à quelque chose. Et sur cette question, nous avons l'avantage d'avoir des éléments de comparaison. Chez nous, dans notre discipline, notre méthode principale, c'est l'approche comparative. Et nous voyons bien que par rapport à d'autres pays, nous ne sommes ni trop mal, ni si bien lotis. Nous gérons la pandémie. Alors, avec certainement beaucoup de choses à redire. Il y en a toujours, mais comment ne pas se rendre compte qu'aucun État aujourd'hui n'a le secret, ça n'est la panacée pour aucun État. Néanmoins, et nous espérons que c'est l'état d'esprit du COPIL, même si il est vrai, on peut vraiment se poser la question parfois, que le COPIL également s'entoure de toutes les précautions, de toutes les mesures de prudence en vue non pas enrayer, mais encadrer le mieux possible cette pandémie qui malheureusement suit son cours. Alors, docteur, un de vos confrères politologues, Philippe Mosselin, déclare que la crise du coronavirus n'est pas comparable aux crises économiques classiques. Elle relève plus que de la logique de catastrophe naturelle. Oula! Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Si c'est une manière de mettre en évidence l'intensité, cela est indéniable que même à l'échelle de notre pays, mais d'abord, prenons les États-Unis, prenons la France, prenons l'Italie, ces grands pays qui aujourd'hui se retrouvent quasiment logés à la même enseigne que les pays dits autrefois du tiers-monde, dans le nombre important de victimes qui sont faites et dans les retombées prévisibles, la difficulté à se relever d'un point de vue économique et le jour d'après qui aujourd'hui est une inconnue pour tous ces pays-là. Donc si c'est cela que l'auteur de cette citation veut exprimer, cela va sans dire, j'adhère parfaitement. Dernière préoccupation d'actualité, 8 juin 2009, 8 juin 2020, ça fait déjà 11 ans que Omar Bongo Ondimba, deuxième président de la République gabonaise, a quitté le monde des vivants. À l'occasion de ce 11e anniversaire, docteur, que peut-on retenir de l'héritage politique d'Omar Bongo?
Bien, me voilà sur ces questions d'actualité, sur des terrains plus familiers, je vous en remercie. Et je dirais, au bout de la énième intervention sur cette commémorationnite, que je n'ai jamais été autant à l'aise pour en parler puisque je suis là en qualité de politiste. Et je dirais sans aucune taquinerie, deux choses sont à retenir en termes d'héritage. Pour nous qui observons deux choses notamment. Celle que je veux mettre en lumière, c'est les deux créations, les deux créatures d'Omar Bongo Ondimba. D'abord le Parti démocratique gabonais, puis son propre fils. Alors, je commencerai par le Parti démocratique gabonais pour dire que voilà plus de 50 ans que les politistes, les constitutionnalistes réfléchissent sur cette organisation politique. Je peux rappeler simplement, sans avoir besoin d'aller jusqu'à Duverger, le milieu des années 50, rappeler que déjà dès 83, par exemple, on s'est intéressé beaucoup à ce parti, notamment parce qu'il y avait une concentration des pouvoirs par le président de la République. Ça, c'était Hervouet qui avait donné une contribution majeure sur ce point, dont Bion a emboîté le pas en rappelant qu'effectivement, ce parti puissant avait des relations étroites avec l'État. Et puis, pour aller un peu plus loin géographiquement parlant, même Olivier Duhamel, le politiste, avait déjà fait un point sur les fonctions du parti. Il y a des décennies qu'on parlait du PDG, mais aujourd'hui encore on parle du PDG. Ça n'a jamais été autant d'actualité. Il n'y a pas un parti politique au Gabon qui, je dirais, mérite que l'on en parle là autant, et c'est un héritage majeur pour nous politistes parce qu'aujourd'hui, 50 ans dans la vie d'un parti, ça appelle à s'interroger sur les raisons de la pérennité. Voilà un parti qui a donné naissance au système monolithique en 1968 avec la fameuse ordonnance qui supprime le reste des partis, on rentre dans le parti unique. Il est donc maillot jaune. 50 ans après, il est encore maillot jaune, sauf qu'on n'est plus dans le même régime politique, mais maintenant on est dans un régime pluraliste. D'où vient cette capacité de résilience à ce parti politique? C'est un point qui nous intrigue, nous autres politistes. À quoi est-ce que les éléments d'identité, est-ce que les éléments idéologiques, si tant est que ce sont encore les mêmes aujourd'hui, on peut en douter. Vous aurez noté que les concepteurs, les idéologues des origines sont aujourd'hui ou passés à trépasse, morts, ou ont traversé de camps. Ça veut dire qu'il y a maintenant assez peu de dépositaires du moment des origines. Pourtant, le parti continue à exister avec beaucoup de difficultés. On a assisté il y a quelques mois à cette valse des affaires. On assiste à des situations de gestion disciplinaire extraordinaires avec des coupes violentes avec dans des les difficultés, effectifs. mais avec presque la même puissance, parce que lorsqu'on détient le pouvoir, on reste puissant. C'est bien pour ça que ça reste une question et que j'ai tenu à mettre aussi ça en lumière, ça reste une question pour nous, politistes. Qu'est-ce qui peut justifier cela si on est en démocratie? Que se passe-t-il? Où sont les autres? La réponse est-elle dans les autres partis puisque le pluralisme veut dire plusieurs partis? Est-ce que la réponse est dans la forme des autres partis ou est-ce que c'est une introspection au niveau du PDG lui-même? Justement, je me contente d'ouvrir. Ces questionnements nous amènent de plein pied dans la préoccupation du jour. Nous sommes familiers à cette phrase. Il fait de la politique depuis qu'il est rentré en politique. Docteur, qu'est-ce que c'est la politique? Lorsqu'on dit quelqu'un fait de la politique, parfois on l'identifie à un menteur, à un démagogue. Et qu'est-ce qu'est réellement la politique? Alors deux choses dont je voudrais distinguer. Qu'est-ce que la politique de ce qu'est faire la politique? Les Anglais avaient bien délimité la chose. Ils parlent de policy avec TY, policy avec CY et politics. Dans un premier temps, le mot désigne un mécanisme de processus décisionnel, c'est-à-dire un mode d'organisation qui permet de prendre des décisions qui vont engager la collectivité. Dans le second temps, ça va renvoyer à des programmes d'action. Ce sont les policies. Donc, politique de la santé, politique locale, politique étrangère, etc. C'est un programme d'action où les décisions seront prises par ce pouvoir décisionnel. Et troisième aspect, la politique, et c'est peut-être celui
auquel vous faites peut-être référence en filigrane, c'est la vie politique, l'arène où se déroule la compétition entre individus et groupes et qui s'affrontent pour la conquête du pouvoir décisionnel ou alors orienter les décisions prises. Exactement. Donc, c'est cet aspect-là qui d'ailleurs ensuite m'emmène à répondre à la question de qu'est-ce que faire de la politique. Alors là, je suis tentée quand même de vous dire que le rôle du politiste, à la différence du philosophe politique, ça n'est pas de dire ce qui doit être, c'est de dire ce qui est. Ça veut dire que nous, on ne peut pas se permettre d'être dans le spéculatif, on est dans le concret. Alors que le philosophe, il s'assoit, il réfléchit au meilleur monde qui puisse exister, au meilleur profil de l'homme politique, au meilleur comportement, etc. Donc, nous ne sommes, nous, politistes, ni spéculatifs, ni prescriptifs. On devrait faire cela. Nous sommes concrets. Et donc, faire de la politique a quand même été développé par un de nos pères penseurs, Max Weber, qui, dans Le savant et le politique, qui est un classique de culture générale finalement, démontrait qu'il y a une différence entre vivre pour la politique et vivre par la politique. Et dans ce champ-là, effectivement, ça veut dire qu'il veut mettre l'accent sur la professionnalisation. Nous pourrions donc, sans me mouiller moi personnellement, mais me cachant derrière Max Weber, dire que faire de la politique, eh bien, c'est être un professionnel de la politique. Fût-ce en amateur ou, mais vraiment en professionnel qui vit de cette activité-là. Et qui doit faire la politique? Alors là encore, ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que, si nous prenons le cas du Gabon actuellement, acteurs politiques, nous parlons des responsables des partis politiques, est-ce qu'il n'y a pas quand même un profil? Est-ce que tout le monde peut se lever un beau matin et dire « je suis homme politique, je suis acteur politique ». Bien, écoutez, les avantages du système pluraliste et de la démocratie, c'est bien que chacun puisse avoir la liberté, d'opinion. Si son opinion, c'est de considérer qu'il peut gérer, il est libre, à condition qu'il s'en donne les moyens. Donc, a priori, pour vous faire une réponse rapide, cela est du ressort de tout le monde. Nous en avons la capacité, dans les limites de l'encadrement du décideur. Il existe des textes qui déterminent. L'Assemblée, régulièrement, met à jour un code électoral. Là-dedans, on voit qui peut prétendre à quoi. Nous avons le texte sur les partis politiques. On sait qui peut, enfin, entre guillemets, qui peut. Quelle est la structure? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un parti politique? On a la Constitution. Tout ça, ce sont les éléments du langage politique qui sont des productions de l'acteur politique. Par conséquent, effectivement, à eux, et à eux seulement, le pouvoir, la possibilité de déterminer. Donc, vous voyez, il y a deux pôles. Il y a l'individu avec sa capacité. C'est comme vous vous sentez. Rien ne devrait m'empêcher aujourd'hui de décider que je veux être député dans les limites de pouvoir appartenir à un parti politique au sein duquel on voudra bien me pousser. Après, il rentre en compte d'autres considérations qui sont liées à une dimension collective de cette activité-là. Mais a priori, tout le monde peut le faire. Mais pour en aller plus loin, j'ajouterais quand même là encore, en ne me mouillant pas trop moi-même et me cachant toujours derrière Max Weber, qu'il se permet quand même de suggérer 3 indicateurs, 3 critères. Celui qui peut faire de la politique, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un de passionné. Il faut avoir la passion, le dévouement à une cause, attention je précise bien, qui dépasse ses propres intérêts. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas forcément d'aller faire passez-moi l'expression, du pognon. Le pognon étant pour nous... La politique du ventre. Mais... je vous laisse la paternité de l'expression, mais effectivement, il s'agit quand même de porter ça aux tripes, comme on dirait, d'avoir chevillé au corps le respect pour les concitoyens, l'envie, l'altruisme, de se mettre au service de la société. Premier élément, la passion. Deuxième élément, le sentiment de responsabilité. La responsabilité veut qu'on ne soit pas surpris par les conséquences d'un acte politique. Donc, la responsabilité, d'après Max Weber, est une donnée que doit avoir celui qui fait ou qui veut faire de la politique. Et dernier élément que suggère Weber, il faut avoir du nez, il faut avoir le coup d'œil, parce qu'il s'agit pour mieux apprécier une situation, par exemple, prendre une
des politiques publiques, mettre en place, décliner un agenda de politique publique dans un secteur bien déterminé, il est important d'avoir de la distance par rapport aux faits, par rapport aux choses. Alors, lorsqu'on parle de sciences politiques, généralement, il y a une guerre d'école, mais beaucoup estiment, notamment Philippe Brault, il dit qu'il existe 4 disciplines. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Absolument. Il existe 4, on va dire, sous-disciplines. Si nous partons de la logique que les savoirs sont divisés en disciplines, la science politique elle-même est déjà une discipline. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de mal à s'autonomiser, à perdre son S au passage, etc. Donc, on va peut-être garder singulier parce qu'à l'intérieur, elle est plurielle comme vous l'avez si bien relevé. Mais elle est plurielle, pourquoi? Parce qu'elle va aborder les questions autour de l'international. Les relations internationales sont un des champs majeurs. Et quand vous regardez la réalité aujourd'hui, dans ce monde planétaire, lire la chose politique, avoir l'intelligibilité des phénomènes politiques requiert que absolument on soit de plein pied sur l'international. Il y a également le champ dans lequel nous brodons régulièrement, c'est la sociologie politique, dont d'ailleurs Philippe Brault lui-même a donné des contributions majeures. Et puis il y a un champ relativement jeune, en friche, en construction, et pas toujours très lisible dans notre beau pays, c'est celui des politiques publiques. Les politiques publiques sont un champ majeur, une façon plus pointilleuse, plus proche des gens, moins généralisante, d'aller aux côtés des populations et de gérer. Ce qui est un peu gênant, c'est que dans notre cas, les réalités de décentralisation et la réalité même, peut-être quelque part des choix politiques qui sont faits par l'institution gouvernementale. Puisque la vision est donnée, lorsque un chef d'État est élu, la vision est là. La vision doit être déclinée en actions. Mais les actions vont se loger dans une sorte, je vous ai parlé, de programme, de calendrier. Mais malheureusement, il y a quand même, me semble-t-il, un hiatus entre justement ces programmes-là et la mise en branle en termes d'actes. Ce qui d'ailleurs renforce un peu l'éloignement des populations, le désarroi des populations qui parfois effectivement ne se retrouvent pas toujours. Il m'en manque un. Sur les théories? Pardon? Sur les théories politiques? Merci beaucoup. Comme le terme l'indique, c'est les théories, c'est toute l'idéologie, la réflexion qu'il y a autour effectivement de la compréhension, de la connaissance du champ politique. Je vous remercie. Alors, donc, si on regarde bien, ce qui pourrait plus nous intéresser, ce sont la sociologie politique, les politiques publiques, les relations internationales. Parce que sur le plan de la théorie, tout ce qui se passe quand même chez nous, on a l'impression que beaucoup mettent l'accent sur les politiques publiques qui peinent parfois à prendre corps. Quand vous dites qui pourrait nous intéresser, mais moi c'est ce qui m'intéresse, moi en premier. Oui. Je suis théoricienne de la politique. Oui, je ne suis pas décideur ni... Alors excusez-moi, je ne vais pas me sentir dans votre nous. Mais mon nous, moi, c'est justement d'abord les théories. Et merci de me tendre cette perche. Je ne sais pas s'il m'entend. Lorsque j'étais étudiante il y a quelques années, un homme aujourd'hui aux affaires, me semble-t-il, au niveau local, m'avait dit « Mais la science politique, mais ça s'apprend pas. La politique ne s'apprend pas à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller faire un cursus de sciences politiques ?» Eh bien, je dois dire que cela m'a vexé sur le coup, mais avec du recul, effectivement. Il faut bien se rendre à l'évidence que les théories, il y a très souvent une différence entre les théories et la pratique. Mais justement, l'intérêt pour nous d'exister, c'est bien de pouvoir dire que là, on est en train de s'éloigner de la théorie, ou bien nous, on fait différemment, auquel cas nous créons une théorie différente pour être en conformité avec une forme d'ethnocentrisme, car les réalités locales donnent une coloration à la théorie.
Mais il est impossible de se passer de la théorie. Sur la base de quoi allez-vous expliquer les phénomènes? Sur la base, c'est enlever aux philosophes politiques que je vous ai décrit presque de manière caricaturale sa raison d'être. Il faut quelqu'un pour rêver, pour donner la vision, et ensuite quelqu'un qui met en branle, ça devrait être comme ça. Et puis nous, on viendra vérifier, nous, politiciens, en principe. Nous sommes en conformité avec la théorie. Je caricature à peine, mais effectivement, c'est très intéressant. C'est majeur la théorie. Ça me donne ma raison d'être ici. Peut-être d'ailleurs que ça peut rejoindre une préoccupation sur la place qui consiste, elle m'est adressée régulièrement à moi, en me disant, mais quand vous intervenez, on ne voit pas bien de quel côté vous êtes. Les PDG considèrent qu'on est ensemble, les opposants considèrent à chaque fois au terme d'un moment d'intervention que la balance a penché. Il est important, permettez-moi de le souligner ici, et c'est le drame de notre profession, nous n'avons pas vocation à être des hommes politiques. Nous sommes des scientifiques de la politique. Donc, et là je prends la théorie, ce qui fait la différence, c'est bien parce que nous, un homme politique ne va pas s'embarrasser de théorie. Vous êtes d'accord avec moi? Il va écouter ce que la population veut et il va essayer de le mettre. Mais nous, en tant que conseil, si on ne lui dit pas oui, mais si vous allez par là, ça ne le fera pas. Si nous sommes tous dans la politique action et active, nous n'aurions pas réussi effectivement à encadrer et jouer notre rôle. Il y a donc effectivement, nous sommes obligés de nous prémunir donc du discours militant. Nous sommes obligés, nous, professionnels, mais scientifiques de la politique, de nous tenir à distance. Nous sommes obligés de considérer que notre champ se limite par ce qui s'appelle la neutralité axiologique, parce que c'est par elle que le chercheur doit se défaire des jugements de valeur dans son travail de recherche. Or, s'il est déjà militant, s'il a les préoccupations des populations, il ne peut pas y avoir un travail de distanciation qui est pourtant indispensable. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le schéma angélique, c'est-à-dire que nous sommes que scientifiques. Non, nous sommes des citoyens, nous vivons dans un univers politique avec ses réalités. Nous avons même des prises de position. Nous sommes même cornaqués, quelques-uns d'entre nous, dans tel ou tel autre parti. Mais la gageure, le défi que nous avons, que les politiciens, c'est-à-dire les professionnels pratiques de la politique n'ont pas, eh bien c'est effectivement celui quand même d'être celui qui est susceptible, j'ai modestement, d'éclairer, de dire que là, attention, sur la base des théories, sur la base de l'expérience. Voilà, docteur, vraiment, cette intervention apporte du nouveau dans la conception que nous avions du politisme, parce que la préoccupation était pourquoi ceux qui ont fait des études de la science politique, qui ont étudié les grands théoriciens, comme Aristote, Machiavel, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu et j'en passe, pourquoi sont très peu, sinon inexistants, à la tête des formations politiques dans notre pays? Est-ce que c'est par éthique? C'est parce que vous en savez trop. Voilà que vous nous dites que ce n'est pas votre vocation première. Mais est-ce que vraiment, vous ne trouvez pas que ce serait mieux d'allier les deux, la théorie et la pratique? Parfaitement. C'est pour ça que je vous dis ni ange ni démon, ni trop angélique. En pensant que tout est science, les sciences sociales, la société est mouvante, les sciences, le rigorisme scientifique ne peut pas tout justifier, mais en même temps, pas militant du tout, parce que sinon on fait doublon aux hommes politiques et on n'a pas à être appelé science politique, on devient simplement politique. J'aime beaucoup votre présentation de la chose. Est-ce par éthique? Est-ce parce que nous en savons trop? J'ai donné effectivement tout à l'heure quelques éléments qui justifient le fait qu'on ne peut pas confondre sciences politiques ou politistes et militantisme politique, parce que c'est au cœur, c'est vraiment la vocation que j'ai décrite, c'est-à-dire avoir envie de faire plaisir aux populations, et l'autre, avoir envie d'encadrer, d'expliquer, de justifier et de conseiller, doivent absolument se distinguer. Néanmoins, quand même, je voudrais ajouter sur ce point-là, si vous entendez, sans vraiment vouloir faire une réponse de Normand, comme on dit, effectivement, est-ce que c'est de l'éthique? Oui et non.
Non, si par éthique vous entendez ce qui se rapporte à la morale. Justement, parce que lorsqu'on prend par exemple Machiavel qui dit la fin justifie les moyens, donc par quelque manière, il y a la ruse, il y a un peu de la malhonnêteté, un peu du mensonge. Est-ce que c'est ce qui vous fait... Vous l'avez dit, la politique, c'est de la stratégie. Et quand on fait de la stratégie, ce n'est pas une question de foi, déjà. C'est pas, pardon maman de le dire, on n'est pas à l'église en politique. Vous voyez les méthodes. On parle bien de compétition. Le terme est, il n'y a pas meilleur terme. Et vous voyez, ça peut aller très loin. Ça peut regarder autour des compétitions électorales. Ça peut aller vraiment très loin. Les coups bas, hélas, sont permis, si vous me permettez. Il ne s'agit pas pour moi de juger là. Il s'agit de dire ce que je vois. Mais c'est la réalité puisque le politique dit ce qui est. Absolument. Je me réjouis que, hors de ma salle de classe, que vous suiviez vraiment ce que je suis en train de dire. Ce que j'observe effectivement, c'est que c'est cela. Tous les coups sont permis, toutes les armes, toutes les manières. Et vous avez vraiment trouvé sans doute la référence qu'il fallait quand vous parlez du machiavélisme. Parce que là, on est vraiment effectivement dans le stade où, bon, c'est mal. Mais c'est un mal nécessaire puisqu'il s'agit pour nous de fourbir nos armes pour arriver à conquérir le pouvoir et parfois, dans le cas par exemple du PDG, de le conserver. Alors le regard du chercheur que vous êtes, beaucoup d'observateurs estiment qu'il serait souhaitable que le Gabon ait une femme à la tête du gouvernement. Vous interrogez la femme? Non, ou vous interrogez le spécialiste? Le politiste, l'enseignant-chercheur. D'accord. Je vous remercie pour la question. Puisque vous analysez les faits. Nous analysons les faits. Vous êtes au Gabon, vous regardez, vous analysez l'environnement politique du Gabon. Et nous sommes dans un système de démocratie, représentative. Donc effectivement, la question de la diversité est une donnée majeure des démocraties modernes. Il est donc tout à fait indiqué qu'il y ait la dose de personnes handicapées, d'hommes, de femmes, que tout le monde soit représenté. Sauf que nous sommes dans des idéaux, et là je note encore, mais par approche comparative, qu'il y a très peu d'États qui effectivement arrivent à relever ce défi. Non pas par incapacité, voyez-vous, et là je ne peux m'empêcher de tomber dans mes amours d'origine, car je suis spécialiste des questions entre autres, de gouvernance et de genre. Il est bien vu que dans les partis politiques, il ne tient qu'aux partis politiques à considérer que cette fois-ci, on envoie 100% de femmes. Ce sont des organisations particularistes qui ont pour seule préoccupation de prendre le pouvoir. Lorsque, par exemple, le Rwanda a pensé que ça pouvait présenter stratégiquement un intérêt de mettre en avant au lendemain du génocide les femmes, ils ont tenté. Et je pense que même les États européens, même la France qui en 1946 encore avait du mal à se débarrasser de cette réalité-là, eh bien, effectivement, salue ce genre d'effort. Donc, le spécialiste n'a pas à souhaiter quoi que ce soit. Le spécialiste note qu'il y a un déficit de diversité. Mais ce déficit de diversité, il s'observe là, il s'observe d'un point de vue biologique, il s'observe d'un point de vue de l'âge aussi. On pourrait trouver un peu plus de jeunes. Il s'observe, chez nous on a une réalité, on parle des peuples autochtones. Est-ce que ceux-ci sont représentés au prorata de ce qu'ils signifient? Est-ce que c'est une donnée d'ailleurs qui a une validité? Mais on sait néanmoins que c'est une proportion de notre population, et si nous sommes en démocratie représentative, tout ceci devrait être pris en compte. Après, j'ajouterais, parce que je me contente d'expliquer et de trouver l'intelligibilité des choses, que n'oubliez pas qu'un parti politique n'a que pour seule ambition d'accéder au pouvoir. Les armes dont il va donc se servir, ce sont les armes qu'il aura estimées capitalisables. Ainsi, alors, quel est en termes de capital politique le poids des femmes? Je note que démographiquement parlant, les femmes sont très nombreuses.
Le principal parti dans ce pays a eu la magnificence d'arriver à allier un maximum de femmes. Mais je note que dans la répartition, dans la division sexuelle du travail politique, les femmes sont cantonnées effectivement dans des champs bien spécifiques. Est-ce que c'est une question d'incapacité notoire, intellectuelle, stratégique, politique? On pourrait poser la question peut-être aux leaders de ces partis-là. Mais ils n'ont aucune femme capable. Il y a un champ très ouvert qui ne nécessite pas forcément l'implication des pouvoirs publics, la création des partis politiques, qui est ouvert, qui est libre, et on ne voit aucunement les femmes. Est-ce que c'est pas manque d'audace, manque de courage? Certainement, et vous avez raison de le relever, effectivement. Si et vous m'avez arrêté dans mon élan de vouloir quand même un peu mettre les projecteurs sur les responsables des partis politiques, des organisations, pour voir quelle est leur philosophie genre de la pratique de leur activité, et si c'est un manque de prise de risque, ou bien effectivement sont entourés que des personnes tout à fait incapables qui, comme par hasard, auraient le privilège d'avoir biologiquement le sexe féminin. La question pour le chercheur se pose vraiment. Bon, je mets ça de côté, mais vous me rattrapez dans mon raisonnement, parce que là, je suis obligée de détourner le regard donc des leaders politiques qui, je veux quand même le dire, maintiennent effectivement une forme de patriarcat, ça s'appelle comme ça. On pourrait se demander pourquoi il n'y a pas plus de femmes que ça. Et là, quand même, je voudrais, à leur corps défendant, rappeler quand même qu'il y a eu un travail millénariste de conditionnement culturel et social. Les prérogatives et les clichés genre nous enferment dans des cases. Comment une femme ne parle pas en public chez nous? Alors, je vous dis, pour moi, la messe est dite depuis longtemps. Est-ce sans doute pour cela que je n'ai pas de mari, parce que pour être effectivement universitaire et toujours en train de pérorer dans les micros, si jamais c'était vrai cette affaire-là, peut-être ceci explique-t-il cela. Enfin, j'en rigole un peu, je me moque de moi-même, si vous permettez. Mais vous savez, ça va très loin, ces réalités-là, parce que nous sommes travaillés dans un moule genre des origines qui malheureusement est le même que celui des députés à l'Assemblée, c'est-à-dire ceux qui prennent les décisions, la norme, qui légifèrent, qui disent voilà ce qu'on doit affecter à telle activité, voilà. S'ils sont pénétrés de la réalité qu'une femme ne va pas au devant, ne va pas à l'extérieur, vous comprenez que la clé de répartition pourrait, je ne veux pas faire d'accusation, pourrait en être impacté. Donc, effectivement, il y a bien sûr le manque d'audace, c'est ce qui paraît en superficie, mais en réalité, les systèmes sont solidement ancrés. Il y a eu des élections locales notamment, où il y a eu des femmes, même présidentielles. Nous avons eu des femmes à l'avant-dernier scrutin en 2009. Lorsqu'il y a eu des primaires au PDG, il y a même eu des femmes. Mais il peut être assez intéressant d'aller voir quel est le score de ces femmes. Donc, la volonté d'aller ne manque peut-être pas, mais la possibilité de passer le galop d'essai, c'est là où il y a un souci. Et là, malheureusement, on retrouve un peu, hélas, cette conception un peu inégalitaire. Docteur, nous allons progressivement vers la fin de cette émission. Tout ce fonctionnement s'effectue dans un régime démocratique. Alors, je voudrais demander, en dehors de la définition connue de tous, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, quelle est réellement l'efficacité de ce régime dans les pays africains en général et pour le Gabon en particulier, en dehors des vagues de contestation et la pluralité des partis politiques? Alors, je crois qu'on ne se rend pas toujours justice lorsqu'on ne mesure pas la différence que ça fait d'être dans un dispositif pluraliste, pas seulement du point de vue des partis, mais du point de vue, par exemple, d'un certain nombre de libertés publiques. C'est vrai que nous avions à l'époque du parti, il est un syndicat qui a confédéré Monsieur Alimi. Voilà, la COSIGA. Hein, mais on sait que c'était une excroissance du Parti démocratique gabonais. Mais aujourd'hui, l'activité syndicale, la liberté d'association, même si
ce n'est pas le lieu, mais peut-être que ce texte-là pourrait faire l'objet aussi d'un regard peut-être bien heureux de la part des décideurs, notamment de l'Assemblée qui fait les lois. Il pourrait effectivement être intéressant qu'un regard rigoureux soit porté sur ces aspects-là. Mais cela n'enlève pas que c'est grâce au système pluraliste aujourd'hui donc qu'il y a une multiplication des activités syndicales avec des résultats qui améliorent le quotidien. Je suis moi-même chercheur. Bon an, mal an, nous avons réussi à obtenir par la force de notre syndicat et parfois contre l'agenda gouvernemental un certain nombre de choses. Ça ne peut pas être rien, vous voyez, ça touche les citoyens que nous sommes dans notre vie au quotidien. C'est salarial, c'est en termes d'habitat, vous savez qu'il y a notamment une cité. Donc, il y a des acquis de la démocratie qui là ne concernent pas forcément les partis politiques. Mais je voudrais quand même dire à l'adresse des partis politiques qu'il y a quand même un jeu extraordinaire qui se fonde sur le pluralisme. Il y a une création régulière, une amélioration du dispositif technique même de l'organisation de l'élection. Alors, le résultat, c'est une chose. Je ne le commenterai pas ici, mais on ne peut pas ne pas considérer, ce n'est pas ce que le militant attend, ce n'est peut-être pas ce que la population attend, mais le technicien que je suis ne peut pas se permettre de dire qu'il n'y a pas de différence entre le système monolithique et le système démocratique aujourd'hui. Il fut une époque, quand j'étais jeune, dans le parti unique, nous qui sommes avons été bercés, ou dans un bar, quand vous parliez mal d'une autorité, vous preniez le risque, alors je ne sais pas si c'était de la mythologie, mais enfin, on n'était pas très loin quand même, où il y avait des chasses aux sorcières, où vous pouviez, il y avait la délation, c'était encouragé. Il y a un certain nombre d'acquis. Les hommes politiques et la compétition politique est très souvent insatisfaite. C'est très insuffisant, mais je pense que pour le quotidien des Gabonais, il peut arriver aujourd'hui que l'on vive de sa carrière si on n'est pas happé et attiré par cette professionnalisation qui capitalise, heureusement ou malheureusement, le capital économique. Car effectivement, on vit de la politique beaucoup au détriment effectivement de vivre pour la politique, pour son prochain. Mais au-delà de ça, on pourrait citer où la situation s'améliore. Malheureusement, nous arrivons au terme, mais nous vous accordons quand même quelques secondes pour donner quand même un dernier message, notamment aux gouvernants, peut-être aux citoyens, par rapport à la situation, à la crise sanitaire que nous traversons. Qu'est-ce que le politiste peut conseiller, le politiste qui dit exactement ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un avis pour orienter les politiques publiques? Bon, moi je suis politiste et pas politologue. Donc, je ne suis pas conseil du prince. Chercheur. Je suis chercheur. De sur quoi nous attendons des résultats par rapport à un éventuel remède. Bon, vous m'avez poussé dans mes retranchements. Ce n'est pas mon rôle ici de prescrire au gouvernement. Mais effectivement, nous pourrions, quand nous sommes associés, apporter des lumières à la gestion des problèmes politiques qui se posent. Le Covid, cette maladie est d'ordre sanitaire, mais les retombées sont à la fois économiques, sont sociaux et je dirais même sociétaux. Donc, je pense que la gestion de cette question devrait concerner l'ensemble des Gabonais. Et ça suppose donc que l'oligarchie qui gère cette problématique se préoccupe, ou bien même, quand je dis l'oligarchie, j'intègre à la fois le gouvernement, mais aussi la structure technique qui a été mise en place, devrait peut-être travailler davantage de concert, être davantage ouvert aux aspirations et vraiment sécurisé. Il y a un réel problème d'image, par exemple, du COPIL, du travail qui est fait par le COPIL. Alors, ils ont communiqué, mais on a parfois l'impression que la communication n'est pas suffisamment éclairante sur ce qui se fait. De toute manière, j'ai bien dit qu'on est au nombre de malades, de cas. On a décidé
pudiquement d'appeler ça cas. On est à un nombre de cas qui ne fait qu'augmenter, mais c'est dire quand même qu'on est en droit de s'interroger sur la prise en charge. Et certains commentaires qui nous arrivent de la part d'usagers ne sont pas très rassurants. Alors, je n'ai pas fait d'enquête, je fonctionne dans mon métier par enquête, mais nous ne sommes pas insensibles à ce qui se dit et nous pensons vraiment que le gouvernement devrait davantage ménager les efforts pour une bonne gestion de la sortie. Il est important d'associer les sciences sociales, c'est les sciences des individus. Alors, bien sûr, les sciences pures, c'est la recherche médicale, c'est l'IFAMETRA, etc. Mais on a eu le sentiment que, effectivement, ce segment de la recherche scientifique était un peu en dehors. Même vous, à la RTG, vous étiez plus à l'aise de nous projeter des psychologues cliniciens, donc des documents qu'on a ramenés d'Afrique de l'Ouest, alors que nous avons des psychologues cliniciens. C'était curieux, d'ailleurs, mais il faut une meilleure implication de tout le monde. Merci, docteur. Vous avez ouvert le cœur. Vous voyez que le chercheur avait quelque chose à dire et à reprocher. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission Gabon Politique. Vous venez de suivre le docteur Chantal Minze Abessol, politiste, chercheur, qui nous a édifié sur la portée de certains concepts sociopolitiques dans un système de gouvernance démocratique comme le Gabon. Merci, docteur Minze Abessol, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir pour parler d'autres problématiques du genre. Cette édition a été réalisée par Julien Makita et Herman Osunga, à la coordination Ali Renade Radjumba sous la supervision de Bertrand Ebiagangwe. À très bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.